I feel good. Je me sens Me bien. sinto super bien. Eu me sinto bem. Et toi? Genki. Et toi? I Feel Good, les chroniques akashiques, le podcast qui vous veut du bien et vous donne un éclairage sur le grand éventail des activités de bien-être, développement personnel et spirituel et autres initiatives inspirantes. Ce podcast vous est présenté par Armelle Bérodi et l'Espace Akashique. Bonjour à toutes et à toutes. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Sylvie Ruiz qui est avec nous aujourd'hui et qui va nous parler de victimologie, de violence conjugale. Ce podcast, vraiment, là, aujourd'hui, c'est fait pour ces personnes qui ne savent pas comment faire, qui ne savent pas où s'adresser et de leur donner un petit peu des solutions ou des outils pour qu'elles se sentent moins seules. Voilà, donc c'est vraiment l'idée de ce podcast aujourd'hui. Donc suivez-nous parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Merci beaucoup Sylvie d'être avec nous. Merci à toi, Armelle. Et du coup, je vais justement, pour commencer, te demander un petit peu ton parcours. On va parler de ton parcours professionnel, mais en parallèle avec ton parcours de vie. Qu'est-ce qui a fait que tu arrives aujourd'hui sur cette spécialisation, sur cette spécialité-là? Donc bien sûr, j'imagine que tu as fait du droit. Oui, tout à fait. Alors, raconte-nous un petit peu ça, comment c'est arrivé jusque-là. Alors, au niveau professionnel, j'ai connu le droit. Alors, c'est quand même assez risible parce que j'ai connu le droit parce que j'ai fait un bac G, comme on disait à l'époque, oui. Et j'ai découvert le droit, là, en fait, le droit des sociétés. Et j'ai adoré, en fait. Cette matière-là et donc j'ai fait le choix par la suite de faire des études de droit qui m'ont été très largement déconseillées parce que j'avais un bac G et que du coup seuls les intellectuels pouvaient aller en droit. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça à l'époque. Exactement. Ah oui. Les bacs les bacs G, c'était les bacs poubelles. Exactement. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Et au final, c'est une belle vocation et j'en suis ravie. Je suis contente d'avoir fait ce fameux bac. Voilà. Super le droit. Ça, c'est important de dire ça dans le parcours. Tout à fait. Ouais. Parce que j'ai lutté contre des préjugés et même mon conseiller d'orientation me disait mais non, on va sur quelque chose de plus technique parce qu'en gros, tu n'as pas le niveau. Bon, mais il s'avère que j'ai 5 années de droit avec mention, sans difficulté et je suis ravie de mon choix. Merci. Merci pour ce témoignage, c'est très important. Avec plaisir. Comme quoi il faut s'écouter. Alors pourquoi je suis allée pourquoi le droit m'a passionnée, c'est parce qu'en fait, je pense que petite, j'étais déjà sensible à l'injustice. Dès qu'il y avait quelqu'un qui était différent près de moi à l'école, je voulais donc le défendre. J'ai adoré toute petite Mandela, je ne sais pas pourquoi. Mon premier exposé, c'était sur l'apartheid, du coup, j'étais en 3e, il me semble. Et du coup, je trouvais cet homme formidable, je le trouve encore formidable d'ailleurs. Et je me souviens, petite, avoir dit à mes parents que j'aimerais être psychologue pour écouter les gens, parce que je ne me sens pas toujours écoutée dans ma famille. Ça, c'est une phrase vraiment qui m'a marquée. Et donc, j'ai choisi de faire du droit avec une spécialisation en victimologie qui touche du coup la psychologie et d'autres sciences humaines et qui me va très très bien en fait. Oui, parce que ça touche pas que... on n'est pas que sur du droit pur, on est vraiment sur du droit humaniste. Exactement, c'est ça ? Tout à fait. Je suis dans une mouvance humaniste, comme Badinter par exemple, qui considère que juger, c'est comprendre. Et ça, pour moi, c'est très très important de dissocier en fait les actes de l'homme. J'ai d'ailleurs lu un livre qui m'a beaucoup marqué, c'est L'abolition de Badinter. On m'a forcé à le lire quand je passais un diplôme de criminologie. Je ne voulais pas le lire, ce livre, parce que la peine de mort, je ne savais pas trop quoi en penser. Et en fait, ce livre m'a beaucoup marqué parce que Badinter mettait vraiment en avant le fait que lorsque quelqu'un passe à l'acte, eh bien, l'acte est monstrueux, mais l'homme n'est pas un monstre. Et donc, par rapport aux victimes que j'accompagne, on pourra en parler, je dissocie effectivement les personnes de ce qu'elles ont vécu. Ce qui fait en fait que je considère que je suis face à un être humain qui a vécu quelque chose de difficile, de grave, mais qui n'est pas en fait une victime et un statut collé
collé en fait sur son front. Et ça, mon accompagnement est vraiment centré sur ça. Je dissocie vraiment cela. Les victimes ne le font pas toujours. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est comme la maladie, quelque part. Hein. On ne somme pas notre maladie. Exactement. Donc nous ne sommes pas... on porte quelque chose, on porte un trauma, on porte une maladie, mais on n'est pas ça. Exactement. Et ça, pour toi, c'est vraiment important de le dissocier. Complètement. C'est très, très important. Je me souviens d'accompagnement en cour d'assises de victimes, du coup, pour des actes terribles qu'elles avaient vécus. Et parfois, je me rendais compte avec des collègues que j'avais vraiment de l'empathie à l'égard de l'auteur qui était condamné, qui allait finir sa vie en prison, parce que son histoire, en fait, était tellement touchante que ça n'excusait pas l'acte, mais en tout cas, je comprenais plus, je comprenais l'être humain, en fait. Je voyais l'être humain avant le monstre qui avait commis un acte monstrueux. J'ai écrit un ouvrage avec M. Cario sur le droit des victimes de l'oubli à la reconnaissance par le droit. Et donc, on voit que les victimes ont de plus en plus de droits, mais malheureusement, qu'elles ne les connaissent pas. Elles ne connaissent pas leurs droits, en fait. Ok. Voilà. Donc, aujourd'hui, ce que tu proposes, c'est justement de sensibiliser ces personnes à leurs droits, de les accompagner. Alors, ce que je propose aujourd'hui, c'est... Déjà, j'ai travaillé chez France Victimes pendant de nombreuses années, où en fait, j'accompagnais en tant que juriste au niveau pluridisciplinaire donc des victimes pour qu'elles connaissent leurs droits. J'ai également souhaité former des professionnels sur effectivement le droit que les victimes ont, qui ne sont pas toujours connus. J'ai souhaité aussi former donc à l'étranger, notamment sur le continent africain, notamment les avocats. Je suis partie avec Avocats sans frontières pour former donc des avocats sur les crimes de masse aux frontières, donc les viols massifs des femmes qui sont considérés comme finalement des armes de guerre, hein, très clairement. Donc du coup, je me suis rendu compte que quel que soit l'endroit où l'on va, où l'on est, quelle que soit notre culture, quand on a l'envie effectivement de prendre en considération ces personnes-là et de les accompagner, de les représenter, on a un langage universel qui est finalement la compassion, l'empathie, et puis aussi l'amour de son prochain. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé cette expérience que j'ai pu vivre donc à l'étranger. Et en fait, aujourd'hui, je forme donc beaucoup de professionnels, notamment dans le domaine hospitalier, sur donc le repérage et la prise en charge de ces victimes-là. Parce je sais que, en tout cas, les hôpitaux sont quand même les premiers, en tout cas les personnels soignants, à recevoir ces personnes-là, mais ils ne savent pas toujours comment, en fait, les repérer ou leur parler, parce qu'ils ont peur, ou elles ont peur, effectivement, de leurs réponses. Et en parallèle, donc, j'accompagne, du coup, en libéral, des victimes de violences conjugales, hommes ou femmes. Pour moi, c'est très important de préciser que j'accompagne donc les hommes et les femmes, parce que pour moi, la violence conjugale ne relève pas d'une question de genre, même si les chiffres parlent de beaucoup de femmes, et j'accompagne beaucoup de femmes. Je trouve que malheureusement, les hommes sont mis de côté, et donc il y a des tas de violences qui ne sont pas reconnues à leur égard, et beaucoup de violences psychologiques, mais aussi physiques et sexuelles. Donc pour cela, j'ouvre mes accompagnements effectivement aux hommes et aux femmes. C'est quoi la différence entre un conflit et une violence ? La différence entre un conflit et une violence, c'est que dans le conflit, il y a une égalité, il y a un dialogue possible. C'est-à-dire qu'on n'est pas d'accord sur donc, quelque chose. Je vais vous donner un exemple. Vous avez donc un couple qui ne sont pas d'accord sur, par exemple, une sortie pour les enfants. Monsieur ou madame veut que les enfants sortent et à tel endroit, et monsieur ne veut pas. Donc, il va y avoir une discussion, un compromis entre les deux pour essayer de trouver la meilleure solution pour les enfants, sachant que cette discussion ne va pas être réitérée X fois dans la journée, ni X fois le lendemain, mais surtout, un compromis va être trouvé. Donc, peut-être que l'un va céder par rapport à l'autre, mais il n'y aura pas, de part et d'autre, de douleur ou de peur ou de crainte de représailles par rapport à la décision qui va être prise. La violence, c'est lorsqu'il y a du contrôle et du pouvoir, c'est-à-dire qu'à le même exemple. Donc les parents ne sont pas d'accord sont pas d'accord sur la sortie pour leurs enfants,
Mais l'un va imposer, il va y avoir un dominant, un dominé, va imposer en fait donc, la sortie ou pas aux enfants avec des menaces. Et donc l'autre n'aura pas le choix que d'accepter. Et en fait, il va y avoir de la peur, de la crainte, des menaces et des craintes de représailles. Et c'est un sujet qui va revenir sur la table régulièrement pour en fait permettre que la violence puisse en fait perdurer. C'est-à-dire, tu n'as pas été d'accord avec ça, moi c'est comme ça, je te l'impose, c'est comme si, parce que toi tu n'es pas comme si, tu n'es pas comme ça. Donc c'est un sujet qui va revenir, qui va être un prétexte en fait pour continuer les violences verbales ou psychologiques. D'accord. Autre question. Oui. La violence psychologique, c'est quoi? La violence physique, c'est quoi? Alors la violence psychologique, et même je vais même aller plus loin, et la violence verbale aussi, il y a parfois une confusion. La violence psychologique, c'est le fait de dénigrer, de menacer, mais surtout de dénigrer, de rabaisser l'autre, devant des personnes ou pas, mais en tout cas d'avoir un comportement ou des propos. C'est là où on dissocie la violence psychologique et verbale. Verbale, c'est souvent des propos orduriers. Voilà, on a souvent des propos orduriers, mais la psychologique, il y a cette notion de manipulation dedans. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des injonctions paradoxales. Exemple que je vois fréquemment. Un exemple que j'invente là, mais en tout cas qui peut être retranscrit dans les situations. Monsieur ou madame voudrait que monsieur ou madame s'habille en blanc, parce qu'elle est très belle ou il est très beau quand il est habillé en blanc. Monsieur ou madame s'habille en blanc, et finalement, quand elle est habillée ou il est habillé en blanc, eh bien, ça ne lui va pas du tout. Ça ne lui va pas du tout au teint et quoi que ce soit. Il faut absolument qu'il ou qu'elle se change, parce que du coup, ça la grossit et compagnie. Dénigrement, injonction paradoxale. C'est-à-dire que la violence psychologique, ça peut être des compliments suivis d'un dénigrement. Injonction paradoxale, ça rend fou. Injonction paradoxale, ça rend fou, et surtout, on a des personnes qui vont dire « je crois que je suis folle ». Parce qu'en fait, il ou elle me dit ça, et après elle me dit le contraire. Violence psychologique. Le chaud, le froid. Le chaud, le froid, ça fait perdre l'estime donc aux personnes. Ça crée une instabilité effectivement psychique pour ces personnes-là. Et en fait, un jour, malheureusement, elles croient ce que monsieur ou madame dit. Alors qu'au départ, elles n'y croyaient pas, et du coup, elles essayaient de revendiquer un peu des choses. Et un jour, elle croit complètement ce que dit monsieur ou madame, et là, on est dans l'apogée de l'emprise, en fait. Il existe un cycle de la violence aussi, avec différentes phases. Et là, quand on est sur des personnes qui vont, en fait, justifier le comportement de l'agresseur, de celui ou celle qui est violent, et bien là, on est sur l'apogée de la violence et de l'emprise, et les violences psychologiques, donc, on crée l'effet escompté. Les violences donc physiques, c'est quoi? Alors c'est intéressant comme question parce que violence physique, on imagine toujours madame avec un cocard, je sais pas si tu vois dans les années 90, là on voyait ça, le cocard sur la figure, violence conjugale. Violence physique, c'est aussi pousser quelqu'un contre un mur. Une violence physique, c'est aussi être en voiture et en fait accélérer devant la personne et s'arrêter pile poil devant en fait. C'est une violence physique avec une arme qui est la voiture. Les violences physiques, c'est brûler des cigarettes sur le bras des personnes. Les violences physiques, c'est donc griffer les personnes. Des hommes victimes de violences conjugales ont parfois des marques sur le corps qui ne se voient pas comme qu'ils ne sont pas dénudés, mais qui sont griffés, qui sont brûlés, par exemple. Ce sont des violences physiques. Voilà ce que je peux dire. Mais les violences physiques, ça n'est pas juste un coup de poing dans la figure. Pas du tout. On peut parler des abus aussi. Exactement. Sexuels. Dans les violences conjugales, effectivement, je pose toujours la question de violence sexuelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, les personnes ne se rendent pas forcément compte qu'elles vivent des violences conjugales, des violences sexuelles, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas consentantes pour avoir un rapport sexuel avec leur conjoint ou leur conjointe. Parce que pour elles, en fait, quand elles sont avec monsieur ou madame, il y a ce fameux devoir conjugal qu'on nous a asséné depuis tellement longtemps et encore aujourd'hui. Et donc, quand on est en couple, eh bien, si on n'a pas envie, eh bien, on fait pour faire plaisir ou pour avoir la paix. Et donc, il y a cette notion de devoir conjugal derrière cela. Et quand j'aborde effectivement ces violences sexuelles, j'essaie de ne pas aborder le mot viol, sachant que le viol conjugal est reconnu par la loi. C'est quand même important de le savoir. C'est interdit par la loi.
c'est lorsqu'il n'y a pas de consentement et lorsqu'il y a un acte qui est commis sur autrui avec violence, contrainte, menace ou surprise. La contrainte, ça peut être une contrainte morale, c'est-à-dire que c'est mon époux et du coup, il a un ascendant sur moi. On sait que la puissance maritale a été dans le code civil très très présent, donc très très présente et que parfois il y a encore les réminiscences de la puissance maritale. Et par conséquent, les violences sexuelles sont très difficiles à aborder, mais je les aborde toujours pour que justement ces personnes-là puissent se rendre compte qu'elles ont le droit de dire non. Alors oui, si elles disent non, elles prennent aussi un risque, c'est ce qu'elles peuvent me dire aussi, mais en tout cas qu'elles aient déjà conscience que la loi interdit cela et que quand elles ne sont pas consentantes, c'est un abus. Tu parles d'emprise. Est-ce que, d'après toi, à chaque fois qu'il y a de la violence, il y a de l'emprise ? Alors, c'est une question extrêmement intéressante. Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Pour moi, les violences conjugales, si j'ai un regard systémique, c'est une danse qui se joue à deux. Alors attention, je reprends mes propos. C'est-à-dire qu'on est sur des rapports donc, entre deux personnes, une relation entre deux personnes qui, en fait, en vient à de la violence. Physique, psychologique, verbale, voilà. Donc, parfois, on va se rendre compte qu'un comportement va en entraîner un autre et on va aller crescendo dans la violence. Je ne dis pas qu'il y a toujours des violences réciproques, c'est faux. En revanche, il y a souvent des violences unilatérales, mais l'autre, selon l'autre, comment l'autre va répondre, ça va faire monter la violence ou ça va un peu l'apaiser, mais ça reviendra plus tard. Donc, tout ça pour dire que l'emprise, pour moi, c'est quelque chose qui se met en place petit à petit par le biais de violences psychologiques, jusqu'à un moment, en fait, où la victime, en fait, va complètement, pas cautionner, mais en tout cas, va valider le comportement de l'autre. Et là, on est sur un phénomène d'emprise parce que quand je les reçois, je me rends compte que le discours de ces personnes-là n'est pas du tout adapté par rapport à la situation. Elles vont justifier un comportement qui est inacceptable et interdit. Alors que d'autres vont en fait avoir tout à fait conscience que le comportement est interdit. Donc on n'a pas ce phénomène d'emprise, mais pour autant elles ont peur des représailles par rapport aux enfants et compagnie. Et donc là, je sens qu'il n'y a pas d'emprise, mais qu'elles ont des peurs matérielles, voilà. Mais elles peuvent dire non. Elles arrivent à dire non. C'est pour ça que pour moi, il n'y a pas toujours de l'emprise dans les violences conjugales, même si quand même fréquemment, il y en a. Pourquoi on ne doit pas banaliser la violence ? Parce que ceux qui le font, pour moi, sont des personnes qui ont peut-être vécu de la violence ou qui l'ont vu et qui en fait l'ont intégré comme un mode de communication. Et il y a eu beaucoup de débats sur la fessée, sur les fessées interdites, pas interdites. Bon, les violences physiques sur les enfants ont toujours été interdites. Hein. On n'a pas attendu la loi pour se dire que c'était interdit. Donc c'est intéressant parce que là, on entend comme discours, mais moi j'ai reçu des fessées petits, ça m'a pas tué. Et moi je leur réponds, est-ce que vous demandez des stages de fessées quand vous étiez petit ? Ben non. Donc c'est intéressant de voir cela. C'est qu'en fait ça m'a pas tué, mais par contre ça m'a fait du mal. Et j'ai pas pu mettre des mots dessus, j'ai pas été autorisée à mettre des mots dessus. Donc pourquoi c'est important de ne pas banaliser effectivement la violence, c'est parce que c'est un acte en fait qui touche à l'intégrité de la personne, que ce soit physique ou psychique, qui va en fait l'instrumentaliser, qui va instrumentaliser le sujet et qui en fait ne va plus considérer l'autre comme un être humain, mais juste comme un réceptacle en fait de sa propre violence. Et ça effectivement c'est juste impossible et interdit. Déjà c'est interdit par la loi. C'est pour ça qu'il ne faut pas banaliser. C'est interdit par la loi. Le code pénal l'interdit. Il y a des sanctions en ce sens. Donc, du coup, en tant que citoyen, on ne peut pas valider ce genre de comportement qui est interdit par le code pénal. Et après, en tant qu'être humain, au-delà de la loi, c'est de se dire que qui a le droit de toucher à l'intégrité d'autrui ? Personne. Personne. Et puis, nous sommes aussi des modèles pour nos enfants. Donc, moi, j'ai reçu, c'est très touchant, une mamie, une fois, qui avait près de 80 ans, qui venait nous voir donc chez France Victime pour, en fait, nous demander, elle souhaitait divorcer de son mari qui l'avait violentée. Elle explique que toute sa vie, elle a été violentée, que sa fille a été violentée, qu'elle ne se parle plus avec sa fille parce qu'elle ne l'a pas protégée, que sa petite fille, elle commence à être violentée et qu'elle voulait, avant de mourir, montrer à sa petite fille que c'était pas possible. Ça n'était pas possible.
C'était pas possible de laisser passer cette violence. La violence, elle est interdite et il ne faut pas la légitimer ou la valider parce qu'en fait, ça fait du mal. Ça fait beaucoup de mal. Et on voit, toi, tu dois le voir dans tes accompagnements, des gens qui vont très mal à cause de la violence qui a été banalisée, légitimée et qui est juste interdite. Comment tu accompagnes? Quels sont tes outils? S'il y a des gens ou des personnes qui nous écoutent, qui sont en grande difficulté, la première chose à faire, c'est quoi? La première chose à faire, c'est de se faire confiance. C'est-à-dire que quand dans une relation de couple, on ne va pas bien, eh bien, se poser donc des questions par rapport à cela, par rapport à l'autre et par rapport à ce que l'on ressent. Qu'est-ce que je ressens quand il me dit ça? Comment ça se passe pour moi? Moi, ce que je proposais à l'époque, et maintenant il y a un outil qui est super, à l'époque, je proposais en fait de prendre un petit calepin et d'écrire au jour le jour un carnet de bord en fait avec les heures, les jours, les faits. Dissocier bien, pour moi c'est un outil, ça c'est extrêmement important, un petit conseil que je vous donne, c'est important de dissocier les faits des émotions et des conséquences. Pourquoi? Quand on vit des violences conjugales, en fait, tout est confus. Et donc, le fait d'écrire les faits, il m'a dit que, elle m'a dit que, j'ai ressenti ça, et voilà les conséquences pour moi, eh bien, on arrive à y voir plus clair et à se dire qu'on a vraiment entendu ce qui a été dit. Donc, dissocier, effectivement, les faits, donc, des émotions et des conséquences. À l'époque, moi, je proposais du coup ce carnet de bord. Aujourd'hui, il y a un super outil qui s'appelle Mémo de vie, qui est proposé par France Victime, et donc où j'ai été formée sur le sujet. Mémo de vie, donc c'est une plateforme, ça n'est pas une application, hein, une plateforme donc où vous rentrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, et vous allez pouvoir avoir un journal de bord avec des émoticônes par rapport à vos émotions. Vous avez un calendrier pour noter effectivement tout ce que vous vivez, et donc avec une possibilité de transférer donc votre mémo de vie à quelqu'un en qui vous avez confiance. Pourquoi c'est important ce mémo de vie? Parce que quand on est dans le quotidien, que l'on vit des violences conjugales et qu'on ressent des choses, eh bien parfois on a honte. Donc le fait d'écrire permet aussi de mettre sur papier ce que l'on vit, ce que l'on ressent, mais aussi de se dire que quelqu'un eh bien, peut aussi recevoir cela. Pourquoi il est important ce mémo de vie? C'est parce qu'en fait, si un jour vous vous sentez prêt ou prête à déposer une plainte ou même courante, vous avez la possibilité, plutôt une plainte, de transférer ces mots de vie aux policiers. Ce qui permet d'avoir en fait un historique des événements que vous avez vécus. D'accord? Ce qui vous permet, vous, d'être bien sûr auditionné, mais en tout cas d'avoir déjà pour les policiers eh bien, des éléments importants pour pouvoir ensuite permettre au procureur de qualifier l'infraction et d'avoir une plainte qui est bien plus complète. C'est un super outil, les mots de vie. Vraiment, si dans votre quotidien vous pensez vivre de la violence, n'hésitez vraiment pas à donc télécharger, en tout cas sur la plateforme Mémo de vie, pour noter ce que vous vivez au quotidien. Sachez que Mémo de vie est en navigation privée, donc quand vous quittez Mémo de vie, il n'y a pas de trace dans l'historique. D'accord. Voilà. Donc déjà comme outil. Oui. Vous avez également le violentomètre. Je ne sais pas si vous connaissez le violentomètre, si tu connais le violentomètre, Armelle. Oui. Voilà, le violentomètre, c'est en fait une échelle de couleurs donc qui va du vert au rouge, qui permet en fait, avec des questions un peu banales, de savoir un petit peu où on se situe par rapport aux violences. Si on est dans le vert, tout va bien. Dans le orange, ça commence à être compliqué. En tout cas, il y a de la violence. Et dans le rouge, il faut vraiment, en tout cas, faire appel à des professionnels pour être accompagnés parce que les violences sont avérées. Voilà. Donc, deux outils, les mots de vie et le violentomètre pour déjà le violentomètre pour se positionner par rapport aux violences et donc les mots de vie pour en fait noter au quotidien ce que l'on vit pour ensuite être en tout cas accompagné de professionnels qui pourront donc vous aiguiller au mieux par rapport à une procédure éventuelle. Okay. Donc toi, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu interviens, à quel moment tu interviens, qu'est-ce que tu proposes dans tes accompagnements? Alors moi, je propose un accompagnement juridique et victimologique. C'est important que j'y rajoute le victimologique. Pourquoi? En fait, j'ai des personnes qui viennent me voir, donc je reçois beaucoup de personnes à distance. J'ai fait ce choix-là, pourquoi? Parce que je me rends compte que c'est plus aisé pour les personnes, parfois de prendre un téléphone ou de passer par la visio, et que j'ai beaucoup de mamans ou de papas qui sont aussi solo et qui n'ont pas forcément la disponibilité de se déplacer. Par conséquent, je propose des rendez-vous donc adaptés aux horaires aussi
quand je peux évidemment, mais en tout cas adapté aux horaires donc des personnes. Ça peut être à 18h, entre midi et 2, pour que vraiment il y ait une flexibilité dans le planning et que du coup ces personnes-là puissent avoir donc mon accompagnement. Donc moi je réponds donc aux questions juridiques donc sur tout ce qui touche donc violence conjugale, le droit pénal, dépôt de plainte, les mains courantes, les audiences à venir, je prépare aux audiences, je suis convoquée en tant que victime, j'ai peur, je sais pas quoi faire, j'ai pas d'avocat, vers qui je peux aller. J'accompagne des personnes qui ont des avocats ou qui n'en ont pas, sachant que je travaille avec les avocats et que ça se passe extrêmement bien, on est tout à fait complémentaires. L'avocat représente et moi, du coup, j'accompagne au niveau juridique pour donc avoir les meilleures pièces au dossier, les meilleurs témoignages, une bonne stratégie juridique en fait pour essayer en tout cas que les plaintes soient suivies des faits. J'accompagne aussi sur le volet droit de la famille, donc toutes les questions qui ont trait à l'autorité parentale, au divorce, aux séparations, les stratégies aussi à avoir par rapport à ces moments forts. Donc j'informe en fait les personnes par rapport à leurs droits. J'oriente vers donc des partenaires qui sont donc complémentaires avec moi, vers des psychologues, psychiatres s'il y a besoin, vers les avocats, vers les thérapeutes, bientôt vers l'espace akashique, voilà. J'aide aussi à la reformulation en mode CNV, communication non violente, donc par rapport à des écrits que les personnes reçoivent qui sont parfois très 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 violents et pour qui c'est très, enfin pour les personnes c'est très compliqué de répondre. Donc j'accompagne sur cette communication non violente un peu dans le quotidien. Je gère aussi les moments aigus de stress par rapport à, par exemple, à des week-ends ou des soirs où en fait monsieur doit ramener les enfants ou madame et en fait il les ramène pas. Qu'est-ce que je fais? Donc parfois j'ai des appels à 19h très tard ou le week-end où les enfants sont pas ramenés. Qu'est-ce que je peux faire? Donc du coup j'informe sur les dépôts de plainte, les mains courantes et puis les stratégies aussi à avoir. J'informe aussi beaucoup sur la protection de l'enfance. J'ai été administrateur ad hoc donc pendant très longtemps, donc j'ai représenté les mineurs victimes de violences intrafamiliales donc au tribunal. Donc j'ai une très très bonne connaissance de tout ce qui a trait au signalement, aux informations préoccupantes. Et donc je connais bien mon réseau, donc je sais vers qui orienter. Donc mon rôle c'est d'informer, d'orienter, de rédiger s'il y a besoin avec évidemment les personnes pour essayer d'apaiser au mieux le quotidien des personnes. Merci pour tout ça. Quelques informations qui m'intéressent moi en tant que thérapeute et puis à partager aussi avec nos confrères et nos consoeurs. Qu'est-ce que tu as remarqué qu'il ne faut absolument pas dire ou pas faire avec des personnes victimes qu'on accueille dans nos cabinets et que toi tu vois régulièrement des erreurs ou des choses qui ont été dites ou de la manière dont ces personnes ont été accueillies? Alors la première chose c'est le pourquoi. Éviter le pourquoi. Comme avec les enfants. Quand on dit aux enfants pourquoi tu as fait ça, souvent ils ont du mal à nous répondre. Les victimes c'est pareil. Le pourquoi est à bannir. C'est en fait le pourquoi, ça renvoie aux victimes en fait le fait qu'elles sont incapables ou qu'elles ne peuvent pas en fait déjà répondre à la question et qu'elles ne peuvent pas en fait faire les choses. Sauf qu'on sait que dans les violences conjugales en fait il y a des moments effectivement de sidération, des moments d'immobilisme, il y a des allers-retours qui sont nécessaires parfois pour partir un jour mieux, d'accord? Donc les pourquoi sont vraiment à éviter, c'est terrible, c'est très culpabilisant pour les victimes. Voilà. Il y a aussi, alors au-delà des pourquoi, c'est, mais je me demande la raison pour laquelle vous êtes revenu chez monsieur. Ou pourquoi vous n'êtes pas parti? Pourquoi vous n'êtes pas parti? Les pourquoi. Voilà. Oui, les pourquoi. Les pourquoi en général, exactement, sont à bannir. Il faut aussi prendre en compte, et ça c'est très compliqué quand on n'est pas formé, la notion de psychotrauma. Le psychotrauma, bon, je ne vais pas vous faire un cours sur ça, c'est pas ma partie, mais en tout cas, j'ai été très très bien formée sur le sujet, d'ailleurs à Montpellier. Le psychotrauma entraîne quoi chez les personnes? Elle entraîne donc des phénomènes de dissociation. D'accord? La dissociation, en fait, et tu connais bien ça, ta pratique, fait qu'on a des personnes qui vont vous parler avec une froideur et sans émotion qui sont, parfois, ces comportements-là sont sidérants. Moi, je le vois parfois au tribunal, quand j'accompagne des victimes, et bien en fait, les avocats ne comprennent pas pourquoi les victimes ne pleurent pas. Et du coup, ça renvoie une image de, est-ce que vraiment elle a vécu tout ça si elle ne pleure pas? Donc ça aussi, faire attention
au non-verbal des victimes qui sont parfois dans une sidération, dans une dissociation qui fait qu'en fait, elles ne vont pas verbaliser comme on aimerait les choses, qu'en fait, elles vont être très froides en parlant de choses extrêmement graves, mais c'est le signe d'un grave traumatisme, en fait, bien plus qu'une remise en question de leurs paroles. Et quand on n'est pas formé, eh bien, on va remettre en question leurs paroles. Donc, attention à la posture, en tout cas, pour les victimes, qui ne reflète pas ce que l'on peut imaginer des victimes, mais qui est souvent le fruit d'un grave traumatisme. Voilà ce que je peux dire sur quelques ébauches. Merci. Ça donne envie d'aller beaucoup plus loin. Est-ce qu'il y aurait des références de livres ou d'articles que tu pourrais nous donner en rapport avec ce sujet, qui sont accessibles au grand public? Tout à fait. Alors déjà, il y a un site qui est formidable qui s'appelle le site de la MIPROF, MIPROF. C'est donc un comité interministériel qui lutte contre les violences faites aux femmes, pour le coup. Et là, vous avez beaucoup d'outils, en fait, beaucoup de fiches pratiques sur les violences conjugales et de vidéos qui sont vraiment très chouettes et qui sont accessibles. Vous avez aussi sur le net le centre Hubertine Auclair qui travaille beaucoup sur les violences aussi conjugales et les violences au travail. Pareil, c'est un site qui est très très bien fait où on peut y avoir des réponses assez claires. Du coup, je vais faire ma pub. Vous avez mon livre, écrit avec M. Robert Carriot, qui s'appelle Le droit des victimes de l'oubli à la reconnaissance. Donc, je suis en train d'actualiser un article sur la revue de Dalloz sur l'évolution du droit depuis quelques années, depuis le Grenelle des violences conjugales. Donc, ça devrait sortir dans pas très longtemps. Donc, j'ai ça comme référence. Qu'est-ce que j'ai Alors, comme livre, du coup, ça ne me vient pas comme ça. Il y a un livre que je trouve formidable qui a été écrit par le juge Édouard Durand sur, en fait, qui est donc juge des enfants. Alors, je n'ai plus le nom là comme ça, mais c'est sur le fait que, en fait, un parent violent est forcément, en tout cas, il parle des hommes, lui, un mari violent. Et donc, c'est protéger, en fait, les mères et les enfants. Donc, il sensibilise vraiment les magistrats sur le fait que lorsqu'il y a des violences conjugales, forcément l'enfant est impacté et forcément pour lui, l'auteur des violences conjugales est violent avec les enfants, donc il faut les protéger. Un dernier message pour nos auditeurs, nos auditrices, justement un message d'amour, un conseil pour ces victimes, un dernier mot. Un conseil, c'est que, déjà un message, c'est que je trouve ces personnes-là d'un courage extrême, ces mamans et ces papas qui en fait se battent pour leurs enfants et pour leur vie. Je suis toujours très touchée par la confiance qu'ils m'accordent en m'expliquant leur vie dans l'intimité. Et je les trouve d'un courage hallucinant, même si ils ont une estime d'eux qui est très basse. Moi, je suis honorée de les accompagner, vraiment. Et aussi, un conseil aussi que j'aurais à donner, c'est de se dire que la famille idéale n'existe pas. Et que, en fait, la famille idéale, en fait, que l'on peut imaginer avec le papa, la maman, les enfants, eh bien, en fait, ça n'est qu'un idéal. Hein. Et la réalité, c'est qu'il vaut mieux être, effectivement, séparés et bien, qu'être ensemble et pas bien. Et dire que l'on reste pour les enfants, pour moi, ça n'est qu'une crainte et qu'une peur et qu'une excuse, en fait. La famille idéale n'existe pas. Voilà. Il peut y avoir différents types de familles et qui vont bien. Et même s'il n'y a qu'une personne, ils vont bien. Et ça, c'est l'essentiel. Oui, merci pour ce mot de la fin. Merci beaucoup pour tous ces partages. Merci beaucoup. Merci à toi, Armelle. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. À bientôt dans une prochaine émission I Feel Good. Pour aller plus loin, rendez-vous sur la page Facebook de l'émission I Feel Good 888 ou sur mon site internet armelberodi.fr. Ce podcast est disponible sur vos plateformes préférées, Apple Podcast, Deezer, Spotify, Google Podcast, YouTube. Ces informations sont données à titre indicatif et ne se substituent à aucun conseil médical. Avant toute expérimentation, prenez l'avis de votre médecin.